Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette petite vidéo où je vais vous parler de fréquence gay. Alors, tout d'abord, mon nom, Gérard Medina, et mon nom d'antenne, c'était Gérard Christian. Cette petite vidéo, ça va être pour parler du plan technique, surtout des débuts de la radio, les 2 premières années, où il y a eu pas mal d'aventures sur le plan technique. Bien, alors je fais une petite aparté, parce que là je suis au montage de la radio, et je voulais expliquer pourquoi je le fais en vidéo. Parce que effectivement, je pourrais le faire par message, en texte sur Facebook, mais pour ces petites anecdotes que je vais vous raconter, ce serait trop long. Alors comme vous pouvez voir, là je suis en plein montage de cette vidéo, et là c'est mon petit studio que vous voyez, complètement improvisé. Voilà, fin de ces petits apartés. Alors tout d'abord, eh bien moi je suis arrivé à Fréquence Gay en octobre 81. Patrick Auger, qui était le fondateur, un des fondateurs de la radio, m'a donné rendez-vous au Bataclan le 2 octobre 81, où Fréquence Gay organisait sa première petite fête afin de récolter des fonds pour le fonctionnement de la radio. Donc moi il m'a donné rendez-vous, c'était pour une émission en fait, une émission de sport qui s'appelait Sparte. Alors si vous voyez les première grille, vous voyez, Gérard Christian, Sparte, c'était une émission de sport. Bien, maintenant je vais vous parler surtout point de vue technique. Je me suis très intéressé très vite à la technique de la radio. Alors, comme vous le savez, les premiers locaux de Fréquence Gay, c'était rue de Belleville. Alors, un peu en deçà de la place Télégraphe, 2-3 immeubles en dessous en allant sur la porte des Lilas. Et d'ailleurs, quand vous voyez la place Télégraphe, au métro Télégraphe, vous avez un immeuble gris. Et là, en fait, c'était Énergie qui ont commencé aussi à cet endroit. Donc, nous étions dans cet immeuble, là, que vous allez peut-être pouvoir voir, je crois que c'est celui-ci. Et nous étions au dernier étage, les studios se trouvaient au dernier étage de cet immeuble. Alors avec dans le salon la technique et le studio, et dans la cuisine, eh bien nous avons l'émetteur. L'émetteur qui était un émetteur DB Electronica, un émetteur italien de 1 kW qui avait été acheté par Patrick Auger. Ils étaient allés avec Jean Lémé qui était le premier responsable technique de la radio, Jean Lémé, et ils sont allés en Italie chercher cet émetteur. Donc, comme je vous l'ai dit, il faisait 1 kW, mais le problème c'est que nous avions qu'un élément d'antenne, et donc on ne pouvait pas mettre la puissance maximum, on devait fonctionner à 200 watts ou quelque chose comme ça dans les premiers temps. Donc nous avions l'émetteur dans la cuisine, un câble qui reliait l'émetteur à l'antenne, et puis on a fonctionné comme ça plusieurs mois. Et puis un jour, on s'est décidé, comme on a quand même un émetteur de 1 kW, pourquoi ne pas utiliser ces 1 kW? Alors, il y avait un problème pour cela, c'est qu'il nous fallait au moins 4 éléments d'antenne tels que vous voyez là, espacés à peu près de 1,50 m. Donc là, c'était plus une petite barre où on pouvait mettre un élément. Là, il nous fallait un pylône. Donc, nous voilà à la recherche, bien sûr, de pylônes, etc. Et je pense que c'était un auditeur, ou en tout cas quelqu'un de sympathisant de la radio, nous a offert un pylône à peu près d'une dizaine de mètres, afin qu'on puisse mettre les éléments qu'on allait acquérir.
Donc, je me rappelle, on était allé, je crois que c'était en Seine-et-Marne, au fin fond de la campagne, voir ce pylône. Et après, il fallait l'installer. Alors, l'installer, un pylône, bien comme je vous le disais, de 10 mètres, ce n'est pas installer une petite barre avec un élément. Là, il fallait que ce soit fait par des professionnels, parce que nous étions à des endroits les plus hauts de Paris, prise au vent, etc., avec les responsabilités qu'il pouvait y avoir s'il y avait un accident. Ça, on pouvait pas faire ça d'un côté amateurisme. Donc, on a pris des professionnels qui nous ont mis ce pylône. Et voilà. Et on a engendré, nos 1 kW. Alors, premier problème qu'il y a eu, c'est que c'était un émetteur, comme je vous ai dit, de DB Electronica, qui était vraiment pas la meilleure qualité, je dirais même de mauvaise qualité. En fait, c'était les moins chers qu'il y avait sur le marché, et en fait qui diffusaient un peu des ondes anarchiques un peu partout. Donc déjà, ce qu'il a fallu qu'on fasse dans la cuisine, et comme vous allez pouvoir voir sur cette vidéo, vous voyez le technicien qui est entouré de fils de fer, en fait, une cage, ça s'appelle de Faraday, avec du grillage, en fait, comme ça on isolait le tout et on n'avait pas ces retombées. Par contre, les habitants les copropriétaires de cet immeuble, je crois que eux, ils avaient des retombées. C'est pas que je crois, c'est que je suis sûr. En fait, sur leur répondeur, on avait fréquence gay. Il y avait vraiment beaucoup de parasites sur leur télévision, etc. Et bien sûr, il y a eu des plaintes. Il y a eu pas mal de plaintes. Et un beau jour, il y a le syndic qui est monté sur le toit parce que quelqu'un leur a dit « Mais oui, mais je crois qu'il y a quelque chose sur le toit. Il y a une grosse antenne. Donc, il y a une radio. » Et là, quand ils sont arrivés sur le toit, qu'ils ont vu ce pylône de près de 10 mètres qui était accolé à la cage à ascenseur avec 2 tiges de fer qui traversaient la cage d'ascenseur, là... C'était plus que la surprise. Et donc, voilà, action-réaction. Une plainte a été portée. Il y a eu un référé. On devait dégager dans les meilleurs délais. Alors, nous voilà à la recherche des toits sur Paris. Et ça, c'était vraiment la chasse. Parce que c'était compliqué. Parce que on pouvait pas mettre sur n'importe quel toit. Il fallait un toit en hauteur. Alors, je me rappelle, je sais plus si c'est à ce moment-là ou plus tard qu'on avait eu des pourparlers avec Monsieur Meyer, qui était un des responsables de RFM. En fait, ça n'a pas abouti. Lui, ils avaient leur antenne RFM sur les tours mercuriales que vous avez porte de Bagnolet. Vous savez, les 2 tours jumelles là que vous voyez là. Et donc, ça n'a pas marché parce que c'était beaucoup trop cher. Je me rappelle qu'on avait eu rendez-vous avec un financier, un gars qui travaillait dans les banques. On était allés tous, une partie du comité de fréquence gay, voir ce monsieur chez lui. Je me rappelle, c'était dans le 19e arrondissement. Il y avait une espèce grand aquarium au milieu. Puis il a commencé à nous raconter un petit peu sa vie privée, ce monsieur qui approchait certainement l'âge que j'ai aujourd'hui. Et donc, il nous commençait par nous raconter un petit peu sa vie privée, et puis à la fin pour nous dire que de toute façon on n'avait pas d'apport, on n'avait rien du tout, et que personne nous fera de prêt. Donc perte de temps. Et arrive un beau jour où un monsieur qui s'appelle Norbert Terry, qui était un producteur de films qu'on va dire X, mais enfin c'est plus érotique, si on part par rapport à aujourd'hui, et qui avait le cinéma rue Vivienne, un cinéma gay en fait, où on présentait des films gays, et qui habitait rue Lamarck, tout en haut de la butte Montmartre, rue Lamarck, c'est aux 4 rue Lamarck, et qui avait l'appartement du dernier étage, et qui nous a vraiment aimablement proposé, bien écoutez,
vous mettez votre antenne ici, votre émetteur, il y avait un petit local à côté sous les toits, vous mettez votre émetteur là, et puis on y va. Et il avait même, c'était arrangé il y avait une boutique au sous-sol où on avait fait les premiers studios. Alors là, je me souviens plus très bien la chronologie. En fait, on a commencé dans ce petit local sous les toits, après on a construit ce studio. Et donc voilà, un monsieur qu'on remerciera jamais parce qu'il a pratiquement sauvé Fréquence Gay, parce que en fait c'était quand même la butte Montmartre, c'est un des plus hauts points de Paris. Alors on avait juste un petit souci d'ombre à cause du dôme du Sacré-Cœur. Là on avait une petite zone d'ombre. Mais donc on a émis de là, vraiment très très gentil, nous aider. Quand on travaillait en haut, on pouvait aller prendre une douche chez lui. Non, il était vraiment vraiment très sympa, Norbert Théry, à retenir. Et peu après, les studios étaient vraiment tout petits, donc on s'est rabattu rue Ronsard pour les studios. Là, on n'avait que les studios et l'antenne était toujours rue Lamarck. Alors, comment on émettait de rue Ronsard à la rue Lamarck? Eh bien, un de nos, de nos collègues, qui faisait partie plus ou moins de Fréquence Gay, mais plus ou moins, quoi, en fait, c'est qui s'appelait Yann Shane. Et qui nous a beaucoup aidé sur le plan technique, parce que c'est lui qui nous a bricolé cette petite boîte que vous voyez quand je faisais des directs, là la petite boîte qui est en dessous du matériel pour faire nos directs, parce que pour faire un direct en dehors des studios, eh bien soit il fallait un faisceau hertzien, et ça c'était hors de prix, c'était même pas la peine d'y penser, ou alors des lignes spécialisées faites par les PTT de l'époque, et ça c'était hors de prix aussi. Donc ce qu'ils nous avaient fait, c'est une petite boîte. Alors si vous voyez la table de mixage telle qu'elle était réglée, il fallait couper tous les médiums, mettre du grave. Je me rappelle plus exactement les détails, mais c'était un bidouillage, mais par contre ça marchait. Parce que nos directs marchaient, on a fait la Scala, le Palace, on était pratiquement à des moments d'été, tous les jours on était en direct, la piscine de Ligny, donc on faisait des directs un petit peu de partout, et ça marchait très bien, et c'était très populaire. Le cirque d'hiver, bien sûr, ne pas oublier le cirque d'hiver. Voilà. Donc Yann Chen nous a bricolé aussi, de la rue de Rocroi, un petit faisceau hertzien, qui allait de la rue Ronsard, de ce fameux studio, jusqu'à l'antenne. Jusqu'à l'antenne, il y avait rien qui nous bloquait, jusqu'au toit de la rue Lamarck. Par contre, c'était un bricolage. C'était pas un truc vraiment pro, un matériel lourd, etc., tel qu'est un faisceau hertzien. Et ça a marché quelque temps. Et puis un beau matin, ça marchait plus, il y avait plus rien. Qu'est-ce qu'on faisait? Pas moyen de le remettre en route, etc. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Donc avec d'autres personnes de la radio, il y avait Jean-Luc Romero d'ailleurs qui était journaliste à la radio, etc., qui nous a aidés. Et plusieurs personnes, on a dit on va faire passer un câble. Alors, imaginez, passer un câble. Alors, je vous mets la photo là en Google Maps. Google Maps. Est-ce qu'on aurait pu penser à Google Maps il y a 40 ans? Non. Forget it. Oublie-la. Alors, oublions ça. Mais là, aujourd'hui, je vous mets Google Maps. Voilà. On passait de cette partie un câble qu'on a tiré. On fait des soudures, lancer le câble par terre, aller sur les toits. Alors, d'abord, monter sur les toits, c'était tout un truc, parce qu'évidemment vous montez pas sur les toits de Paris comme ça, même à cette époque-là. Donc fallait montrer patte blanche à la gardienne. Alors on se faisait passer pour les postes et les communications. Je me rappelle que Jean-Luc Romero a eu une prise de bec avec une gardienne. Je me rappelle, c'était assez phénoménal. Et donc on a tiré ce câble. C'est incroyable, mais on l'a tiré. Et donc on l'a branché, bien sûr, sur notre émetteur. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est quand notre faisceau hertzien est tombé en panne,
Donc on enregistrait les émissions sur une platine, pas une platine, un enregistreur, je sais même plus comment on appelle ça, un magnéto, voilà, un magnétophone à bande, et on enregistrait les émissions pour pouvoir les placer, les mettre directement sur l'émetteur et les passer à l'antenne. Et donc je me rappelle, on a branché ce câble sur l'émetteur, et là ça a été croiser les doigts. En bas au studio, est-ce que vous envoyez l'indicatif? Ils envoient l'indicatif, nous on avait un retour et ça a marché. Alors là, c'était la joie pour tout le monde, hein, c'est oui, parce que malheureusement, j'ai pas l'enregistrement de cet indicatif qui était très très populaire à l'époque, hein, c'était notre indicatif de fréquence gay, et ça a marché et on a continué. Alors peu après, on a changé d'émetteur. Voilà l'émetteur que l'on a, que vous voyez sur la photo, hein, avec moi d'ailleurs, et qui s'appelait Tommy. Oui, c'est Bernard Métillon, un grand ami, quelqu'un qui nous a aidé énormément à la technique et qui nous a d'ailleurs conseillé, qui a construit une partie des studios rue sur les tours Reflet. À la tour Reflet, on n'a pas fait les grosses œuvres, mais on plaçait la table de mixage, les téléphones, les choses techniques, purement techniques radio, et ça a marché super bien. Donc voilà pour cette petite histoire, les premiers pas de Fréquence Gay au niveau technique. Alors après, bien sûr, on s'est plus ou moins professionnalisé. Bon, déjà, Bernard Métillon, qui était un professionnel en technique, parce que moi, j'ai appris sur le tas. Hein, j'étais directeur technique, mais enfin, j'ai appris vraiment sur le tas. Mais on avait Jean-François, on avait Frédéric, qui était le copain de Hervé à l'époque. Ils se reconnaîtront. Jean-Louis Ducarme qui a rejoint la radio, mais ça un peu plus tard, etc. Et donc là, on s'est professionnalisé, etc. Et puis, bon, je me rappelle plus à quel moment l'antenne a bougé et on s'est mis. Quant à moi, eh bien, je faisais donc, comme je vous l'ai dit, plusieurs années, j'ai été directeur technique, je faisais cette émission Sparte. Je faisais aussi une émission 36 bougies. Alors j'ai envoyé, alors je sais pas comment on peut les faire passer, mais j'ai pas mal d'émissions. 36 bougies, qui était une émission, j'avais trouvé, en fait j'ai intitulé 36 bougies en hommage à une émission de télévision animé par Jean Néin qui s'appelait 36 chandelles, mais ça c'était très loin dans le temps, hein, parce que c'était en noir et blanc, et moi je me rappelle, j'étais tout petit, et je regardais cette émission avec mes parents, et puis voilà. Et j'ai aussi participé à quelques occasions aux émissions Pile ou Face de Michel Coquet. Michel Coquet qui était un très très grand ami, vraiment un homme super, malheureusement qui nous a quittés. Et donc j'ai participé à cette émission en tant que reporter express, mais vraiment, allez, je vais dire 2-3 fois, peut-être 4 fois maximum. Il y avait Jean-Michel et Pascal, les motards, de la radio, qui ont joué ce rôle aussi de reporter express. Il y avait Michel, qui était un animateur des émissions du matin, un très comique, qui lui aussi a participé aux émissions de Michel. Voilà. Alors moi, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, que ça vous a rappelé des souvenirs. Alors derrière moi, c'est un écran vert, c'est pour ça que vous allez voir pas mal d'images défiler. Et je vous dis à bientôt. Alors, je sais pas quand, hein, parce que, comme certains le savent, moi je vis aux États-Unis, à Los Angeles, depuis 1992. C'est là où j'ai quitté la radio, en fait. Et donc, je suis pas revenu en France depuis le début de la pandémie. J'espère revenir peut-être en octobre, hein, autrement l'année prochaine, pour sûr. Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne continuation. Hein, c'est super ce que vous faites pour la radio. Je vois des photos vraiment formidables, des témoignages super, des gens que j'ai connus, d'autres que j'ai moins connus.
C'est super d'entendre et de revoir tous ces gens. Hein, et puis voilà. Bye bye. Au revoir.